quelques heures, ce sera la rentrée des classes. Ce soir, il a fallu expliquer aux enfants qu'ils devaient aller au lit plus tôt pour être en forme demain matin. Il y a bien eu un peu de contestation dans l'air, mais après une énième vérification de cartable, ils sont enfin endormis. Vous devriez souffler un peu et pourtant vous vous sentez étrangement fébrile, un peu comme quand vous étiez petit et que vous aviez mal au ventre avant d'aller à l'école. Alors si vous êtes anxieux, si vous avez du mal à trouver le sommeil, nous sommes à vos côtés jusqu'à 1h pour vous aider à vous apaiser. Asiba et Paul seront à l'autre bout du fil, au 3921, pour vous accueillir chaleureusement, ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez bien sûr nous envoyer tous vos messages par SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit, ainsi que vos mails sur le site europe1.fr. Europe 1, Caroline Dublanche. Alors hier soir, nous avions évoqué pour ce premier dimanche de la saison, puisque désormais nous nous retrouverons le dimanche dès 23h, un peu le blues du dimanche soir. Hein. Vous aviez été très très nombreux à témoigner à ce sujet et à envoyer vos mails. Alors je suis désolée parce que en fait je ne les ai eus qu'en fin d'émission, donc je voulais en lire quelques-uns puisque j'en ai pris connaissance hier soir à 1h. Donc il y avait Marie qui disait qui était ravie de nous retrouver donc hier soir. Elle dit: en ce dimanche veille de rentrée, qui plus est, ne va-t-il pas y avoir un prof pour vous dire à quel point il a la boule au ventre de reprendre le chemin des écoliers? Bien, c'est fait. Moi, j'ai passé une partie de mon dimanche sur un vélo entre Croisic et le Pouliguen. Pas mal, n'est-ce pas, dit Marie. Il y a également Catherine qui dit quelle bonne nouvelle, cette libre antenne le dimanche soir. Comme beaucoup, le dimanche soir est pour moi synonyme de blues. Je vous écoute depuis l'Italie, en podcast. J'économisais mon temps d'écoute pour en garder un peu pour le dimanche soir, comme on garde un dernier petit carré de chocolat. Également Laurence de Picardie qui dit moi j'aime bien le dimanche soir car il annonce la fin du week-end et je n'aime pas du tout le week-end. Il y a Georges, lui au contraire, qui dit moi je déteste le dimanche car ça signifie la fin du week-end, ça me déprime. En plus, je déteste le lundi, donc la nuit, là, je dors très très peu cette nuit-là. Il y a également Annie qui dit l'angoisse du dimanche soir, c'était le retour à la pension lorsque j'étais enfant. Aujourd'hui, en principe, c'est la fin d'une journée paisible et maintenant de vous retrouver, c'est la préparation d'une nuit que j'espère pleine de beaux rêves. Goli dit les dimanches ont toujours révélé ma solitude. Enfant, je me sentais très seule, pas isolée puisque nous étions 4 enfants, mais je suis le dernier de cette fratrie, une sorte de vilain petit canard. Aujourd'hui, à 50 ans, après 3 longues histoires, j'ai décidé de faire enfin face à cette solitude et de trouver ma liberté au sein de ce silence. Je privilégie ce vide et ce silence comme ces longs dimanches d'enfance. Ce fameux blues finalement disparaît hors de ce temps suspendu. Je retrouve mon propre tempo, ma propre musique, le dessin de ma vie et ce désir d'amour devient plus doux. Le Trublion qui dit je n'aimais déjà pas beaucoup les dimanches, mais je ne les aime plus du tout depuis que Moumoun a rejoint le paradis des chats un dimanche. Marido dit je suis bien contente de pouvoir vous suivre le dimanche soir. Et vous, alors votre soir de blues, c'est donc le samedi. Elle dit aujourd'hui pour nous Québécois c'est la fête du travail, la dernière longue fin de semaine de cet été qui a été ici spectaculaire. Bonne rentrée à tous, Marido et Polo de Montréal. Gingembre dit pour prolonger les vacances. Nous avons fêté la fête des voisins dimanche, l'occasion pour chacun et chacune de trouver de l'amitié là où il se trouve et de créer ces moments de rapprochement. Signé une Parisienne. Béatrice dit j'ai toujours eu horreur du dimanche quand je travaillais avec la perspective du boulot le lendemain. L'école c'était pareil, le lundi. Maintenant je suis seule depuis 4 ans, c'est encore pire. Le dimanche est synonyme pour moi d'arrêt et puis il y a aussi toutes les familles qui se retrouvent. Alors maintenant je fais du dimanche
dimanche, je fais du ménage le dimanche, comme ça, je ne vois pas le temps passer. Également, Nadine qui dit c'est si doux, un dimanche en votre compagnie. Nadine qui est une Vosgienne d'Épinal qui se joint au club des Vosgiens d'un soir dominical. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de Vosgiens parmi nous hier soir. Toutes vos confidences au 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir Jacques. Bonsoir Caroline. Bonsoir. C'est difficile de parler de soi, hein. C'est difficile de démarrer, mais après, bon, en général, voilà, il faut suivre. Donc, je vais vous aider un petit peu. Vous avez 67 ans et vous êtes tombé sous le charme d'une jeune femme de 33 ans. C'est ça. Je vous laisse poursuivre maintenant. Alors, poursuivre, si vous voulez, je dois concrétiser avec une croisière qui doit se faire dans 10 jours. Vous partiriez avec elle? Oui. D'accord. Et de là, si vous voulez, je me pose tellement de questions, c'est-à-dire, que c'est certain que, je l'ai au téléphone tous les jours, et plus attiré par les femmes que par les hommes. Ah bon? Oui. Mais... ça me dérange alors... pas, moi, ça m'étonne. Oui, mais enfin, ça peut, je sais pas après ce que vous espérez par la suite. En même temps, c'est un peu, vous dites cela, mais vous avez quand même noué une relation avec elle. Une relation depuis 12 ans, oui, mais il n'y a jamais eu... Une relation depuis 12 ans? Ah oui, moi je croyais que vous étiez tombé. On me dit que vous étiez tombé sous le charme de quelqu'un. Ah non, depuis 12 ans, j'ai cette relation mais avec des hauts et des bas. Mais une relation comme ça... Vous la connaissiez, mais jusque-là, elle ne vous attirait pas? Comment? Vous la connaissiez, mais jusque-là, elle ne vous attirait pas? Non, disons que au fur et à mesure, de la vie, elle, ses problèmes ou moi les miens. Si vous voulez, par exemple, quand ma belle-fille me dit cette année vous allez avoir 67 ans, c'est que vous vieillissez. Je lui dis arrête, les nanas qui tournent autour de moi sont plus jeunes que toi. Donc votre relation, a évolué. Et aujourd'hui, donc vous saviez jusque-là en plus si elle vous disait qu'elle préférait les femmes. Oui. Bon, voilà. Mais alors aujourd'hui, quelle est la nature de votre lien? Si vous voulez, le problème, c'est qu'on va partir en croisière. Oui, mais on peut partir en croisière avec un ami. Comment? On peut partir en croisière avec un ami. Oui. Vous voyez, c'est pour ça que je vous demande, je ne sais pas quelle est la nature de votre lien. Comment? Je vous demandais quelle est la nature de votre lien. Non, je ne me cache pas vis-à-vis de mes amis ou des gens qui m'entourent, ou de mes frères et sœurs, qu'elle existe, quoi. Quelle existe. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question, si je me permets. C'est-à-dire qu'elle existe, c'est une chose, mais vous me dites que cette jeune femme est depuis 12 ans dans votre vie, que elle fait partie de votre vie, vous savez qu'elle est plutôt sentimentalement attirée par les femmes, donc là vous me dites, vous avez un coup de cœur pour elle, vous allez partir en croisière avec elle, mais... Alors, quelle est votre relation? Est-ce que ça a évolué ou est-ce que vous me demandez des conseils par rapport à quelle attitude avoir avec elle? De cette relation pour la concrétiser ou pas? Mais qu'est-ce que vous appelez concrétiser une relation? Et lui faire l'amour. Encore faut-il qu'elle le veuille, hein? Vous me faites rire, vous. Vous savez... si elle aime les femmes, pourquoi elle voudrait faire l'amour avec vous? Vous êtes un homme, jusqu'à preuve du contraire. Oui. Non? Votre voix m'a l'air d'être celle d'un homme. On va pas jouer à l'invité mystère.
Elle n'a pas été déformée. Non, mais je voyais, je vous taquine un peu, mais sexuelle. Oui, mais vous aimeriez lui faire l'amour, c'est ça, concrétiser la relation. J'ai bien compris, je suis pas née de la dernière pluie, c'est-à-dire avoir une relation amoureuse avec cette jeune femme. Mais en même temps, si, c'est pour ça que je me permets de dire qu'elle est, vous en êtes où avec elle? C'est-à-dire que vous êtes, elle vous considère comment? Vous avez du désir pour elle, vous aimeriez aller plus loin, mais elle, elle le voit. Je sais pas si elle vous considère comme un ami. Non, sinon elle ne se laisserait pas. Quand elle vient, je veux dire, elle va se baigner nue à la piscine. Elle sait très bien que je la masse ou pas, etc. Ou je sais pas quoi. Oui, mais moi je le sais pas. Hein. C'est pour ça que j'essaye de dire et que vous me donnez des éléments au fur et à mesure. Oui, parce que c'est assez compliqué. D'accord. Et ce départ en croisière, si vous voulez. Là, Qu'est-ce que vous attendez de moi ce soir par rapport à ce départ en croisière? Parce que semble, de lui traumatiser sa vie par rapport à quelque chose dans lequel sa vie devant elle, alors que moi j'en ai déjà fait beaucoup, quoi. Non, mais de toute façon, c'est après de deux choses l'une. Je ne sais pas ce qu'elle attend de vous. Bon, vous qu'attendez-vous d'elle? Il ne s'agit pas de traumatiser sa vie. C'est une grande fille. Elle a 33 ans. Elle est quand même, elle a son libre arbitre, elle peut décider ce qu'elle veut faire de sa vie. Alors vous avez des désirs par rapport à elle, cette jeune femme vous plaît, vous aimeriez avoir une relation amoureuse. C'est ça. Maintenant, si elle part en croisière avec vous, vous êtes en train de me dire que votre relation va au-delà de la relation d'amitié, donc vous aimeriez que cette croisière soit l'occasion d'un rapprochement un peu plus poussé. Donc vous allez tout faire pour. Après, écoutez, vous tentez votre chance. C'est-à-dire, est-ce que je vais tout faire pour ou pas? Ça c'est. Le but, c'est pas. Le but final, c'est pas la croisière ou je sais pas quoi. Elle a toujours aimé autrefois un homme, des hommes plus âgés. Elle était avec des psychiatres, etc., mais beaucoup plus âgés qu'elle, etc., etc. Elle a toujours préféré, elle a toujours eu un désir sur... alors justement, c'est-à-dire qu'après tout, si quand vous dites oui, je ne voudrais pas orienter sa vie, vous avez même dit la traumatiser, c'est après tout, vous n'êtes pas cette jeune femme a son libre arbitre dans cette histoire. Vous n'avez pas, chacun vous êtes adulte, vous ne lui forcez pas la main, vous n'allez pas lui forcer la main. Non, mais sous le prétexte mais de quoi? Mais si je comprends pas, pourquoi vous tournez arrosée, etc., que ça se termine d'une façon qui va... écoutez, vous pensez... s'il y a une soirée arrosée que vous contrôlez pas, qu'est-ce que vous voulez dire que ça la traumatise? Vous pensez que quand même une soirée arrosée, au point où vous voulez la faire boire et qu'elle perde tout contrôle d'elle-même? Je comprends pas où vous voulez en venir. C'est-à-dire, je voudrais pas que ça la marque sur un truc. Moi, je trouve que vous vous posez trop de questions. Vous savez pas quelle est sa vie. C'est un petit peu à elle que vous devriez poser la question. D'abord, je trouve. Oui. Alors, en même temps... Dans le fond, de lui dire carrément mes intentions et ce que je veux, quoi. Exactement. Plutôt que d'avancer, semble-t-il, un peu masqué. Parce que quand vous parlez de soirée arrosée et après peur que ça la traumatise, je trouve que c'est vraiment pas clair. Mais non, soirée arrosée, j'en sais rien. J'ai jamais fait de croisière de ma vie, alors je peux pas vous dire comment ça se passe. Oui, enfin, vous anticipez quand même. C'est la croisière s'amuse. Oui. Bon, de toute façon, cette relation, vous voyez, je reçois un SMS d'Eda qui dit ne pensez-vous pas que si elle avait eu envie que ça aille plus loin, elle n'aurait pas attendu 12 ans?
Oui, mais Bon. si vous voulez, moi, dans cette ambiguïté, et comme j'ai des enfants et des petits-enfants, bon, D'accord. qu'elle ait déjà dormi dans mon lit plusieurs fois, oui, mais si vous voulez, ou qu'on ait fait des soirées à droite ou à gauche, oui, mais si vous voulez, je n'ai jamais essayé d'abuser de quoi que ce soit. Bah, écoutez, c'est plutôt rassurant. Vous voyez, Ce côté-là, oui. Bah oui, c'est l'inverse qui serait préoccupant. Enfin, j'ai l'impression que vous parlez d'elle comme si c'était une enfant. Bah, Elle a 33 ans, cette femme. Oui. Et Non, comme non, si vous étiez un homme abuseur. Voyez, limite, bon, comment vous percevez-vous dans cette histoire? Il peut y non, avoir une abuseur, différence non, ça, d'âge je ne ferais pas. importante entre Non, un homme et une femme. Pour autant, elle est adulte. Vous n'avez pas affaire à une jeune fille, à une mineure, à une jeune adolescente. non. Donc, ne pensez-vous pas qu'à un moment, si vous faites des avances, si vous vous dévoilez peut-être un petit peu plus clairement, eh bien, après tout, soit elle sera elle-même portée par le même désir, par les mêmes souhaits que vous, et vous pourrez vivre une histoire avec elle, ou sinon, elle sera à même de vous dire je n'y tiens pas et n'allons pas plus loin et restons amis. Bon, je trouve que vous infantilisez dans votre façon d'en parler, vous l'infantilisez. C'est pas une gamine, elle a 33 ans. Ben, je l'infantilise, si vous voulez, j'ai une fille qui a 40 ans et un gars. Oui, mais ça, c'est votre problème. C'est votre problème à vous. Comment ? Peut-être c'est vous qui êtes mal à l'aise et qui crée du coup une sensation ça donne une sensation de malaise. Oui. Où vous vivez Ouais, c'est pour même ça de que j'ai parler, appelé, de dire je t'avais appelé, je oui. pourrais en abuser. C'est vous qui finalement par rapport à ce désir n'êtes pas clair et en éprouvez une Tout à fait. culpabilité. Tout à fait. Mais après tout, elle, c'est pas votre fille. Non. Bon, c'est pas votre fille, donc vous n'êtes pas dans une relation incestueuse avec elle. Ah, du Donc tout. cette femme de 33 ans, si à un moment vous avancez plus clairement et vous faites part plus clairement de votre désir, attention, faire part de son désir, c'est pas être un harceleur et encore moins quelqu'un qui abuse, mais c'est simplement dire clairement qu'elle vous plaît et que plutôt que de tourner autour du pot, et elle saura vous dire soit c'est réciproque et dans ces cas-là vous pourrez vivre quelque chose, soit ça ne l'est pas et bon, ça en restera là. Oui. Non, Mais non, vous aimez là, la je suis complexité parce que vous dites que c'est quand même déjà une femme qui en soi est attirée par les femmes. Alors après, le désir, c'est quelque chose qui peut être fluctuant. Peut-être qu'elle a un désir pour les femmes, mais elle peut être aussi dans une bisexualité. Moi, je ne sais pas, je ne la connais d'accord. pas. Tout à fait. Mais c'est plutôt vous qui n'êtes pas clair dans votre désir. Et qui, comme oui, dit parce Nadine, que, devriez vous plus voulez, j'ai assumer votre l'impression- différence d'âge, après Comment tout. Qui devriez assumer cette différence d'âge. Vous tentez votre chance. Vous prenez le risque, effectivement, d'être rejeté. Mais ça, c'est le propre de tout un chacun quand on tente sa chance dans une histoire, dans une rencontre. Là, il y a la différence d'âge qui vous paraît être un obstacle supplémentaire. Je ne nie pas que ça peut en être un. Pour autant, chacun tente sa chance et on peut effectivement se faire avoir une fin de non-recevoir. Oui, Voilà. non, mais ça si vous voulez, ça m'a jamais fait peur. Puisque, On dirait quand même. Bon. Ce qui me tracasse, si vous voulez, c'est que, dans cette croisière, je combine tout pour qu'il puisse y avoir quelque chose qui Oui, mais éclate, c'est un côté hyper gênant. Vous voyez, je sais pas, même la façon dont vous en parlez, vous combinez, vous avez peur d'abuser. On a l'impression que la croisière, ça devient un traquenard. Excusez-moi, mais moi, je le ressens comme ça. Ça me met mal à l'aise. Parce que finalement, vous n'êtes pas clair dans votre désir. Alors que on a l'impression que cette croisière, effectivement, sur un bateau, à part, vous voyez, avec un canot de sauvetage, si elle veut s'échapper, non, mais ça donne un peu cette impression. Attendez, c'est... Comme la croisière s'amuse. Ah ouais, mais c'est pas... vu ce que vous nous décrivez, on s'amuse pas. Enfin, c'est pas la croisière s'amuse, justement. Je veux dire... si elle pense qu'elle part en croisière avec vous parce qu'elle vous connaît depuis 12 ans, et que finalement elle a une relation tendre, amicale avec vous, et qu'en fait vous êtes en train d'intriguer derrière, de tout mettre en place pour le piège se referme, ça risque d'être la douche écossaise. Ah oui, non, j'essaierai pas de faire en sorte que ça se referme, non.
Je peux pas, ça, je peux pas. De toute façon, vous pouvez pas aller au-delà de vos désirs. Il y a vos désirs et ça se heurte quand même à la réalité, qui sont les envies de l'autre. Ou alors, à ce moment-là, on devient clairement un abuseur. Bon, oui. voilà. Non, mais je sais très bien comment, si vous voulez, elle peut être à un moment donné ou d'une certaine façon, etc. Et si elle se... Bon. Bon, écoutez, c'est peut-être à vous, au lieu de supposer comment elle doit se comporter, être et tout, c'est peut-être vous à être un petit peu plus clair dans votre désir. Vraiment. Voilà. Je suis d'accord. Merci en tout cas d'avoir appelé. Merci de m'avoir appelé, Caroline. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Au revoir, Jacques. Au revoir. Europe 1, pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Des SMS qui arrivent. Violaine Diès Jacques qui offre la croisière. Il a l'air d'attendre quelque chose en retour. Les choses n'étaient pas claires. Et puis Sergio dit, je pense qu'il faudrait vraiment prévoir les gilets de sauvetage dans cette croisière. On va accueillir maintenant Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Bon, alors, il faut que je recommence mes explications. C'est-à-dire, il faut que vous nous en parliez, oui, parce que vous avez eu Asiba ou Paul, mais on ne vous a pas entendu, nous. Ah, oui, d'accord. Oui. Bon, alors voilà. Donc, j'ai vécu 10 ans, une dizaine d'années avec un monsieur. Oui. Bon, je suis veuve, ce monsieur est célibataire. Nous avons vécu. Je vais aller vite. Je vous fais un je vous remercie de poser rapide, le tableau. Oui. Disons que moi j'ai perdu mon mari, j'étais jeune. J'ai rencontré ce monsieur dans le cadre de mes activités professionnelles. Il était célibataire. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui est bien, qui est cultivé, etc. Qui a de beaux yeux bleus. C'est un grand charmeur. Et lorsque je l'ai rencontré, des collègues m'avaient prévenu en me disant tu fais fausse route. C'est quelqu'un qui a toujours besoin de 2 femmes. Bon, moi là-dessus, j'en ai pas tenu compte parce que j'étais certainement très amoureuse de lui. Je lui ai dit, bon, je ferai mon expérience et je jugerai moi-même. Bon, nous avons vécu 10 ans, mais sur les dernières années, j'ai quand même eu des doutes très, très sérieux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à fouiller à gauche, fouiller à droite, faire des sondages et j'ai découvert le poteau rose. En découvrant ce poteau rose, comme nous n'étions ni mariés, ni pacsés, ni quoi que ce soit, pas d'enfants, bien entendu, entre nous deux, donc j'ai pris un camion de déménagement et je suis partie à une centaine de kilomètres de lui. Là-dessus, lui, il avait quelqu'un avec laquelle il vivait. Est-ce qu'il l'avait de mon temps? Est-ce qu'il l'a eu après? Est-ce qu'il en a eu entre-temps? Je n'en sais rien. Toujours est-il que cette personne est décédée. Je sais qu'elle est décédée depuis 18 mois. Il reste habité dans cette maison. Et maintenant, qu'il est de nouveau disponible, j'aurais envie de prendre contact avec lui parce que je me dis maintenant, il a un âge un peu avancé maintenant. Peut-être qu'il est calmé, mais j'ai peur de me prendre une claque. Et voilà. Alors, je voulais vos conseils. Je pense qu'il doit avoir changé. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Quand vous parlez, quel âge a-t-il? 74. 74. Alors je me dis, est-ce qu'à 74 il est calmé? Est-ce qu'il est toujours... Parce que vous savez, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge. Et alors, depuis 12 ans, je vis seule. Je suis dans une très jolie petite ville. Mes enfants sont pas loin. Tout le monde serait prêt à l'accueillir, entre guillemets. Il était connu de toute la famille, aimé, estimé, apprécié, etc., 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 participant à tous les événements heureux et malheureux de ma famille. Oui, j'y pense. De plus en plus, je me mets à y repenser de nouveau. Oui, qu'est-ce qui fait que vous y repensez depuis que vous avez appris que sa compagne est décédée? Oui, effectivement. Parce que avant, est-ce que vous y pensiez autant? J'y pensais, mais je savais qu'il n'était pas libre et qu'elle était souffrante, cette personne. D'accord. Donc, si vous voulez, par respect, j'ai pas voulu me manifester. Par respect pour elle. Pour elle. Plus que pour lui. Elle. Oui. Oui, pour elle. Et puis, quelques jours après son décès, je l'ai appris. Et puis, je lui ai passé un petit coup de fil. Oui, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, c'est comme ça, etc., etc.
il n'en a pas cherché plus. Mais est-ce que parallèlement, puisque cette femme a eu une longue maladie, est-ce que pendant ce temps-là, il n'avait pas trouvé quelqu'un? Parce que vous savez, voilà le problème. Et maintenant... C'est ça. Est-ce que vous allez pouvoir, est-ce que vous pourriez lui faire confiance? Parce que la question que vous posez, c'est ça, c'est-à-dire, bon, il a un âge déjà avancé, lui est peut-être passé, il s'est calmé, et en même temps, tout de suite après, vous dites, c'est pas une question d'âge, parce que au-delà de ça, il y a ce besoin de, quand vous dites, vos amis, vous avez prévenu, une seule femme ne lui suffisait pas, c'est au-delà même parfois de la sexualité haute, c'est un besoin d'être rassuré sur lui-même, c'est une façon de... certains hommes ont ce besoin, ou certaines femmes, mais quand même beaucoup aussi des hommes, ont besoin d'être, parce qu'il y a un rapport souvent particulier à la mère, besoin d'être rassuré, besoin d'être aimé. Il y a un doute derrière ça, il y a une faille, mais besoin qu'on les aime. Et donc souvent, une seule femme ne leur suffit pas. Ah ben lui, ça a été le cas. Hein. Ça a été. Alors moi, je suis entière, possessive, nette, droite, franche. On voit bien, quand vous avez découvert, vous avez tranché dans le vif. Voilà. Et ça, avoir été bafoué, parce que je me dis j'ai été bafoué, alors qu'il avait, me présentait à des amis, etc., mon épouse. Bon, moi j'étais partie sur un petit nuage et je me disais, c'est la fin de ma vie, la deuxième partie de ma vie qui va être comblée, quoi, si vous voulez. Et puis, moi, j'ai pas supporté cette trahison. J'avoue que j'ai pas supporté. Et comment il a réagi, lui? C'est-à-dire qu'il a pas cherché. Il m'a laissé partir, sans une larme, sans un regret. Oui. Vous trouvez qu'il a été clean, là? J'ai l'impression en quelque sorte, j'ai l'impression que je lui ai libéré, rendu sa liberté, voilà. Voilà, je pense que c'est ça, parce que le jour même de mon départ, j'ai su par une amie qu'il avait fait un achat. Alors, elle était un petit peu surprise, cette amie qui était au courant. Elle lui dit, qu'est-ce que tu veux? Elle est partie. Voilà. C'est tout l'effet que ça lui a fait. Alors il faudrait que je me l'enlève de la tête. Je crois que j'aurais besoin d'une piqûre qui me le chasse de ma tête. Parce qu'il a de grandes qualités. C'est un type, il est vraiment... Mais il sait se faire aimer. Mais voilà. Et puis c'est un Mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement, peut-être aussi, pour vous, le fait de penser à lui, c'est une façon de... peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie où vous aimeriez à nouveau vivre une histoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que la solitude est très pesante. Je fais partie de 2 clubs là dans la ville où je suis. Il y a quelquefois des soirées, etc. Mais c'est vraiment des gens, inintéressants. Ou alors je fais une fixation sur ce personnage qui me fait peut-être occulter tout ce qu'il y a autour de moi. Je ne sais pas. Alors, bien sûr, ça peut, mais elle n'a pas toujours été aussi présente. C'est-à-dire que là, c'est plus prégnant parce que vous apprenez qu'il est, seul à nouveau. Je dirais vraiment, c'est depuis, à peine 1 an que voilà. C'est maintenant. Et puis je me dis, qu'est-ce que tu veux encore... Alors, je fais quelque chose qui n'est pas forcément très... Je fais son numéro de téléphone et comme je suis, moi, au secret, on ne peut pas savoir que c'est moi. Puis je raccroche. J'entends sa voix et je raccroche. Oui, mais vous ne lui parlez pas. Ah non. Mais non. Alors, est-ce que il faut que je me prépare à un refus ou... Moi, je verrais pas les choses comme ça. Je pense qu'il y a une partie de vous qui, c'est pas anodin de composer son numéro, d'entendre sa voix et de raccrocher. C'est qu'en même temps, il y a une partie de vous qui, vous souffrez de cette solitude. Ça a été le dernier homme avec qui vous avez une relation très très forte. Vous étiez amoureuse de cet homme. Vous avez été très blessée, très trahie, trahi par lui.
Avec donc tout le risque, il y a quand même un lourd passif. Il y a Oui. un passif. Hein. Oui. Reprendre une relation renouée quand il y a un tel passif, c'est difficile, hein, parce C'est que, difficile, comme hein. dit First Lisa, vous pourriez peut-être lui en vouloir. On reprend, mais parfois, bon, ça pèse quand même. Et puis, peut-être qu'au fond, je vous disais, derrière ça, ça témoigne d'un désir qui est de sortir de cette solitude. Oui. Et puis, c'est-à-dire que lui... La fixation, elle est peut-être pas là, vous voyez. C'est lui qui vient là, ou sur le devant de la scène, mais Oui. ça se joue ailleurs. Pardon, oui. Oui. C'est-à-dire que lui, je connais ses qualités et son défaut. Oui, oui. Voilà. Et je me dis que c'est quelqu'un qui me correspondait fort bien, autant au point de vue éducation, au Oui. point de vue tout. Oui. Voilà, c'est quelqu'un qui est généreux, on peut lui parler de musique, de peinture, de tout ce que vous voulez. Il bricolait, bon, restaurer un meuble maintenant qu'il est à la retraite, etc., etc. Il a de grandes valeurs. Hein. Alors, je me dis, bon, si il était libre, officiellement il est libre, mais comme je vous ai expliqué, hein, bon, hein, sa compagne précédente a été malade pendant longtemps. Je gage que quand elle était hospitalisée, je gage que. Alors voilà. Alors est-ce que je prends le bon? Oui, mais vous voyez, de dire ça aujourd'hui, vous avez ça en tête. C'est comme le verre est dans le fruit, hein, on va dire. Oui. C'est ce que dit Ninon. Allez-vous pouvoir vivre avec toujours un doute à l'esprit, une crainte de trahison, tel que vous le décrivez? Elle ajoute, il ne semble pas être l'idéal pour vous. Oui. C'est-à-dire, bon, on dit les contraires septièmes. Enfin, vous dites, vous êtes très entière, très. Oui. Donc, c'est vrai que les contraires, des personnalités contraires, ça peut être très bien, mais sur ce plan quand même de l'amour, de l'engagement, de la fidélité, c'est douloureux. La trahison, ça a été très douloureux pour vous. Ah, ça a été très, très douloureux. Et d'ailleurs, bon, vous l'avez tellement pas supporté qu'à ce moment-là, c'était le point de rupture. Oui, Donc, revenir en vous disant que, bon, oui, il peut aller voir ailleurs, il peut... C'est un drôle de compromis, hein, que vous feriez avec vous-même. Oui, ben oui. Qui n'est pas dans votre personnalité. Et voilà. Alors moi, je sais que le premier écart... Alors je me suis reconstruite toute seule, j'ai refait pas mal de choses. Déjà, suite au décès de mon mari, il a fallu que je me reconstruise toute seule. Bon, quelques années après, je recommence à la suite d'une rupture. Alors un troisième événement de ce style, non, j'en veux plus, si vous voulez. Ouais. J'en veux plus. Alors bon, je pense avoir compris que la raison la plus sage serait que je donne pas suite, quoi, si vous voulez, que j'appelle pas. Mais vous le savez au fond, puisque vous appelez, vous entendez sa voix et vous raccrochez. Oui. Oui, donc il y a quelque chose qui fait vous ne vous confrontez pas même pas à cette réalité-là d'aller le voir et de parler avec lui. Parce qu'il y a une partie de vous qui dit à quoi bon? Sûrement. Parce qu'il y a quelqu'un qui envoie un message en disant s'exprimer auprès de lui, hein, et entendre un non permettrait de faire le deuil, un non de sa part. Je suis même pas sûre, parce que d'abord, c'est pas sûr qu'il vous dise non. Il pourrait très bien vous dire oui, lui, hein. Oui. Après tout, lui, il a tout intérêt. Oui. Mais c'est vous qui savez, au fond, à quoi bon aller lui parler. Alors, peut-être pour lui dire que vous avez souffert, que ça vous a fait souffrir, et voilà. Mais si c'est pour envisager de reprendre, c'est différent. Ça serait dans un si c'est pour exprimer ce que vous avez ressenti, bon. Oui. Mais dans un premier temps, la cohabitation serait pas souhaitable du tout, de ma part. Mais savoir qu'il y a quelqu'un quand même qui, bon, passer un week-end, passer une petite semaine, etc., etc. Oui, mais ça, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez envie de retrouver de l'amour, une complicité, quelqu'un qui pense à vous. Oui, bien sûr, ça oui. Oui, absolument. Mais c'est ça qui est à retenir. C'est-à-dire que vous tendez vers cet objectif-là. Oui, parce que comme je vous disais, vous savez, des gens, il m'arrive d'aller, comme je dis, dans les soirées, bon, c'est pas des gens intéressants du tout, qui sont creux, qui n'ont rien à dire, qui sont mal élevés, qui sont à la limite intéressés par une seule et unique chose,
qui ne correspondent pas du tout aux deux hommes Bon, de ma jusqu'à vie. présent, c'était comme ça. Oui. Mais peut-être qu'à un moment, vous allez en rencontrer un qui va vraiment vous correspondre. Ou il va se passer quelque chose. Peut-être que c'est peut-être un tournant aussi. Jusque-là, peut-être de savoir aussi. Qui sait? Vous savez, parfois, on est très complexe. Hein. Oui. Jusque-là, il n'était pas libre et en même temps, aucun homme ne vous intéressait. Peut-être au moment où vous savez qu'il est libre, mais que finalement c'est vous qui décidez de ne pas y aller, vous allez peut-être pouvoir ouvrir un champ libre et d'autres possibles. Paradoxalement. Peut-être, oui. Peut-être. Alors, il y a Charles qui dit, vous savez, un homme infidèle est toute sa vie. C'est pourquoi il serait préférable de l'oublier, dit Charles. On va accueillir Virginie qui est avec nous au 3921 et je l'en remercie. Bonsoir Virginie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir madame. Pardon? Je dis bonsoir madame. Bonsoir. Écoutez, lorsque je vous ai entendu raconter votre histoire, j'avais l'impression que c'était moi qui racontais la mienne. C'est incroyable. Figurez-vous que j'avais ou j'ai, je ne sais plus comment dire, j'avais, puisque moi je suis partie, j'ai pris la tangente. Oui. Je vous garantis que ce style d'homme ne s'assagit jamais. Bon, c'est ce que je voulais entendre. Jamais. Ne vous faites pas d'illusions. Oui. Je vous garantis, parce que figurez-vous que mon ami, qui va avoir 75 ans le 7 septembre, oui. Là, dans quelques jours, oui. a toujours besoin de jauger, de tester sa séduction. Il m'adore, il m'aime parce que je suis encore très jolie, je plais énormément, hein, mais figurez-vous qu'il a toujours une femme sous le coude. Il est continuellement, je vous assure, il était parti en cure. Il a encore fait une connaissance. C'est une amie qui était dans le secteur, qui m'en a fait part parce que elle le connaît, elle me connaît. Et vous supportez, madame? Non, pas du tout. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je suis partie. Je lui ai dit, écoute, je ne veux plus entendre parler de toi. Ça fait 26 ans qu'on fait des va-et-vient. Ça fait 6 ans que je le quitte et qu'il revient en pleurant. Vous voyez, il y a de la marge encore, Marie. Hein. Oui. Alors mais alors Virginie, vous dites non, je veux plus entendre parler de toi, et en même temps, depuis 26 ans, il y a des allers-retours. Moi, il n'y a pas eu d'aller-retour. Hein. Oui, il y a un aller simple. Il y a un aller simple, mais bon. Il y a un aller simple, mais j'ai pas pris le billet de retour. Oui, mais figurez-vous que je ne vais jamais le chercher. Ah, je vous garantis que je... Oui, mais vous le reprenez. Voilà, oui. Qu'est-ce qui fait que vous le reprenez? Oui. Écoutez... Alors, écoutez, il y a quelqu'un qui envoie un SMS qui provoque un peu, mais bon, qui dit pourquoi pas accepter le partage si cet homme est remarquable par ailleurs. Ce n'est pas signé. Est-ce que c'est pas un homme qui enverrait ce message, qui serait très concerné par le sujet, qui accepte d'être partagé, parce qu'après tout, quand on est remarquable, écoutez, si on peut faire plaisir, il faut pas se priver. Oui, bien sûr. Moi, j'ai une personne qui est chaleureuse, je crois, et qui a très bon cœur, mais ça, je ne partage pas. Ça, c'est marrant parce qu'on c'est le truc que je partage pas. Mon ami là, il est remarquable. Il sait tout faire. Il est beau, il est séducteur, il a tout. Oui. Ne le dites pas trop parce qu'alors là, vous allez le standard va exploser en plus. On va demander où vous vous trouvez, un peu dans le sud apparemment. Je vous garantis. Non, mais écoutez, de toute façon, je suis contente d'avoir entendu cette dame aussi. Bon, je vais en rester là, Caroline. Alors, il y a quelqu'un, je vais vous lire quelques messages pour conclure, qui dit « Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute ». Eda dit « Voyez autre chose, sinon vous allez vous épuiser et n'avoir plus envie de rien ». Et puis Cathy qui dit « Vous savez, la fidélité n'est pas un gage de bonheur, à chacun de voir. » Non, rien n'est un gage de bonheur. Mais enfin, si on a une nature un peu entière, être dans le doute aussi, c'est pas forcément non plus un gage de bonheur. Bien sûr. Voilà. Je comprends Quand vous avez des gens mais au garde de travers... les souffrances, ça suffit en ce qui me concerne.
Ah, justement, à propos de l'infidélité, à moins que, Marie, vous soyez un peu pressée ou voilà, vous vouliez méditer, parce qu'on a une réaction qui va un peu dans le sens, et même pour vous, Virginie, un peu dans un sens différent. Ça serait intéressant qu'on entende Christelle. Ah, d'accord. Non, hein, qu'on l'accueille ensemble. On écoute Christelle. Allez, bonsoir Christelle. Bonsoir. Christelle, j'ai 34 ans, je me permets d'intervenir. Je prends le témoignage en cours, en fait. Je prends l'émission en cours. Écoutez, moi, je voulais juste apporter une petite, un témoignage personnel. C'est que j'ai vécu pendant un certain temps avec un homme beaucoup plus âgé que moi qui était sujet à une infidélité chronique. Oui. Et j'ai l'impression quand même que la personne qui est au téléphone, excusez-moi, je ne sais plus son prénom. Marie. Avait l'air de dire quand même qu'elle avait tout un tas de points communs avec cet homme. Oui. Et je me dis simplement, je n'ai que 34 ans, mais je pense aussi que parfois, cela peut peut-être valoir le coup, parce que finalement, cette infidélité que l'on montre du doigt à longueur de temps, très honnêtement, je trouve qu'elle est aujourd'hui de plus en plus répandue, et que quand on a un certain âge et qu'on aspire justement à vivre et partager des choses avec quelqu'un, est-ce qu'il ne faut pas peut-être mettre de côté cet aspect-là pour vivre d'autres choses tellement plus riches à côté, effectivement, d'infidélité passagère, ou alors je ne sais pas si c'était effectivement passagère ou pas, j'ai pas eu l'intégralité du témoignage, mais je pense que ça peut valoir le coup, c'est mon avis. Moi j'ai vécu quelque chose, j'étais beaucoup plus jeune, donc si vous voulez, je voulais pas gâcher ma vie et effectivement me dire que c'est vrai que c'est assez insupportable, ces hommes qui ont effectivement ce besoin constant de vouloir cesser leur point de séduction, et souvent c'est d'ailleurs pas en rapport avec moi, je suis une jolie fille, il avait 20 ans de plus que moi, j'estimais qu'il avait peut-être tout à gagner à être avec moi, et finalement j'ai perdu beaucoup d'années avec cet homme. Mais je me dis que peut-être, vu ce qu'elle exprime, elle a l'air quand même d'avoir quand même beaucoup d'attaches, beaucoup de points communs. Est-ce que finalement, à un moment donné, il ne faut pas mettre dans la balance ce qu'on peut éprouver et ce qu'on peut ressentir à vivre avec quelqu'un par rapport à une infidélité qui finalement, soyons clairs, aujourd'hui, qui est quand même très répandue. Je ne dis pas que je veux pas dire que c'est commun, mais honnêtement, quand on est un homme plutôt pas mal, quand on sort un peu, je pense que c'est aujourd'hui très compliqué, sincèrement, dans la société actuelle, d'être fidèle déjà, et que finalement, je me posais la question, je me disais peut-être que cette dame qui a l'air finalement de ressentir certaines choses. Oui, vous voulez dire que c'est pas si souvent de ressentir, d'avoir une telle complicité sur de nombreux plans avec quelqu'un, et que ça vaut peut-être la peine de passer outre cette question d'infidélité à partir du moment où vous séparez finalement peut-être ce que font certains, la fidélité du cœur et la fidélité du corps aussi. Il y a parfois une distinction. Elle n'est pas d'accord. Non, voilà, mais après, moi, ce qui me gênait plus, c'était la façon dont, quand vous êtes parti, finalement, il a rien fait non plus pour, pour retenir. C'est plus ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cet engagement finalement? Il m'a pas retenu du tout. Mais bon. Effectivement. Mais c'est aussi au-delà de la fidélité, c'est ce qui est en jeu dans la relation. Mais j'entends votre point de vue. Oui, d'accord. Puisque quand je suis partie, le soir même, il faisait des achats dans un magasin. Ça peut-être c'était pour se consoler. Regardez ici. Non, c'est parce que dès le lendemain, il recevait quelqu'un. Ah ouais, ça c'est oui, mais alors là, on est peut-être plus proche de la maladie, de la pathologie quasiment que finalement, parce que il y a aussi des hommes qui ne montrent pas ce qu'ils ressentent et qui ont ce besoin irrépressible. Oui, tout à fait. Il y avait eu des précédents. Mes collègues m'avaient prévenu, je n'ai pas écouté. Quand on est amoureuse. On est amoureux, oui. Bon, j'étais une femme seule, j'étais assez jolie, etc. Et j'ai dit, tiens, ceux-là, ils cherchent à casser quelque chose pour éventuellement se placer. Et j'ai dit, moi, j'ai pas l'habitude de prendre des conseils de quelqu'un dans ce domaine. Je verrai toute seule. Vous avez bien fait. Et bien, on m'a répondu, tu verras. J'ai vu. Bon, écoutez, vous avez cette histoire avec lui en même temps. Mais toutes les qualités que je lui trouve et que je lui reconnais, ça va pas suffire. Quand j'ai pas confiance, j'ai pas confiance. Alors effectivement. Alors non, je crois que c'est pas la peine. Vous m'avez éclairé, Caroline, et puis Madame aussi. Et je vais laisser tomber et puis vogue la galère. Mais il y aura d'autres. Je pense. Écoutez, je pense que c'est justement un tournant aussi pour vous, certainement ce qui est en train de se passer, et que ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez envie. À nouveau de partage, d'amour, Voilà, c'est exact. J'ai plus envie de
j'ai une jolie petite maison, tout ça, j'ai plus envie de recevoir, j'ai plus, à part ma famille, j'ai plus envie de, je mange sur un coin de table et je me dis, qu'est-ce que tu fous toute seule comme ça, hein? Je ne voyage plus, Alors, il y a des gens qui disent, mais quel rapport entre infidélité et amour? Mais d'accord, c'est pas la question en général. C'est-à-dire que, évidemment, on peut s'aimer et en même temps, après ça, ne pas être fidèle sur le plan physique. Et il y a des couples aussi qui fonctionnent comme ça. Il y a la fidélité du cœur et celle du corps. On est d'accord. Il y a d'ailleurs un message qui dit, j'adore mon mari, mais j'ai besoin de voir mon amant de temps en temps. Pourquoi ne pas accepter des compromis? Mais ça, après, à partir du moment où chacun y trouve son compte. Après, hein. Bon, c'est plus par rapport à ce que vous disiez, vous. Alors, il y a Yves qui dit, reprenez-le, fermez les yeux et soyez heureuse. Non. Voyez, fermez les yeux et pensez à autre chose. Mais bon, d'accord. Je préfère continuer mon bout de chemin avec mes amis, avec les amis que j'ai, qu'ils soient en couple ou et non, je ne veux pas me lancer dans les histoires comme ça, je serais malheureuse et non, c'est pas écoutez, on vous a éclairé en tout cas. J'ai donné, je ne veux plus d'histoires comme ça. Bon, voyez, vous saviez pas trop, maintenant ça semble être plutôt radical. Ça y est, maintenant, vous m'avez bien éclairé, les témoignages des autres personnes aussi. Merci alors. Je vous remercie, Caroline. Merci de votre confiance. Merci à vous, Virginie. Christelle, on vous laisse reprendre la route parce qu'on entend le clignotant là. Merci d'avoir pris la peine de vous arrêter. Merci à Virginie et à Christelle également. Je vous embrasse. Vos émissions sont formidables, Caroline, et je continuerai, bien entendu, il n'y a aucune raison, à vous écouter. Merci beaucoup. À vous trois. Je vous embrasse. Au revoir. Toutes vos confidences au 3921. 34 centimes la minute. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Bonsoir. Caroline. Oui, c'est bien moi. Ça fait plaisir de vous avoir au bout du téléphone. Mais écoutez, moi aussi, je vous écoute, Catherine. Alors voilà. Eh bien, je vis une grande histoire d'amour avec mon époux. Nous sommes très amoureux. Il est un jeune retraité. Oui. Et il a quel âge, donc? Il a même pas 64 ans. D'accord. Il vient juste d'être à la retraite. Et je suis angoissée à l'instant, le moment. Pourquoi? Parce qu'il a fait un accident vasculaire cérébral dans un premier temps. Là, je m'étais rassurée au bout d'1 an et demi, sans rechute. J'ai dit, tout va bien. Oui. Il a refait une sorte d'infarctus et une angine de poitrine. Oui. Et moi, Caroline, je vous appelle pour avoir des témoignages de gens qui survivent à tout ça, parce que je vis une angoisse au quotidien. Vous avez peur de le perdre? À le réveiller quand il dort, s'il est froid, parce qu'il prend un médicament pour fluidifier le sang, ça lui refroidit le corps. Oui. À le surveiller quand il va faire une course, à l'appeler sur son portable 3 fois. À pas oser m'absenter de la maison. Enfin, je vis comme une mort vivante depuis 2 ans. Oui, vous vivez avec toujours la peur qu'il meure finalement. Comment? Une épée de Damoclès. Oui, c'est ça. Vous avez toujours finalement vous ne profitez plus de sa présence, puisque vous vivez tellement dans la peur de le perdre que vous dites d'ailleurs comme si vous dites l'expression mort vivante qui est parlante, c'est-à-dire que il y a plus de vie. C'est vous qui avez du mal à vivre. Oui, mais au point que j'ai attrapé j'ai un kyste. Demain, je dois voir le docteur, je dois le faire enlever, je dois faire une biopsie. Au point de me mettre après un kyste à l'estomac, vraiment. Oui, forcément. J'ai fait 3 ulcères, enfin. Oui, mais ça a des répercussions sur votre santé, à vous. Ah oui, vous êtes hyper angoissée. Je vous ai appelé pour l'angoisse. Oui, mais ça s'entend d'ailleurs dans votre voix. Oui, une angoisse vitale, oui. Non. Permanente. Mais alors omniprésente. Depuis qu'il a fait... Instant, Oui.
Parce que vous savez, quand il a eu son accident vasculaire, je m'en suis aperçue dans la seconde. Oui. Ce qui fait que j'ai sauté sur lui, il était paralysé, il était bloqué, coincé dans une position dramatique, paralysé et tout. Et j'ai appelé au secours, carrément le 15 qui répondait pas, les pompiers, enfin, j'ai appelé au secours. Quand les médecins sont venus, je lui criais je t'aime, vis, ne meurs pas. Et vous savez, depuis, j'étais restée un peu tranquille pendant 1 an et demi parce que ça revenait pas, tout allait bien. Et là, c'est revenu il y a quelque temps. Et alors là, c'est une horreur. Hein. C'est-à-dire que oui, passé ce premier accident, vous aviez vous aviez surmonté ça. Oui, vous aviez surmonté, mais c'est le fait qu'il y ait eu. De l'accident. D'accord, mais c'est le fait qu'il ait fait un deuxième AVC. Non, c'est pas un deuxième AVC, c'est encore autre chose. C'est parce qu'en plus il est cardiaque. D'accord. C'est une sorte d'infarctus, quoi. C'est une angine de poitrine. D'accord. Alors il y a une chose. Bon, je veux pas parler médical. Hein, oui, non, puisque c'est pas une émission médicale. Oui, je peux pas vous répondre. Je veux parler psychologie. Oui. Mais quand même au niveau témoignage de gens qui nous écouteraient, il y a une chose qui me rassurerait. Il va passer des examens pour savoir si on doit lui mettre ou pas des stènes. Moi, j'aimerais presque que les examens soient mauvais pour qu'on lui mette des stènes. Ça vous rassurerait, vous? Moi, j'aimerais qu'il ait des stènes parce que là, on éviterait tout problème éternellement. Enfin, éternellement, non, mais... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il a 64 ans, Caroline. Oui. Mais c'est-à-dire que jusqu'à présent, ce que vous disent les médecins, rien ne vous rassure? Non. Comment réagit votre mari justement quand vous l'appelez comme ça souvent au téléphone, quand vous le réveillez pour voir s'il dort et s'il est bien en vie? Il comprend que ça m'angoisse. Oui. Mais ça vous empoisonne la vie, c'est-à-dire, oui. D'ailleurs, c'est moi qui lui rappelle son... Bon, je dis pas le nom à la radio, mais il a un médicament pour la fluidité du sang que tout le monde comprendra. Oui. Si les gens sont cardiaques et ont eu des AVC. Le médicament pour la fluidité du sang qu'il doit prendre impérativement tous les soirs, je lui rappelle tous les soirs. Hein. Si lui, il oublierait un quart d'heure près... Oui, il n'y a pas de risque qu'il oublie parce que vous y pensez. Oui, c'est vous qui vous rendez malade, hein, là. C'est important de pouvoir en parler, que vous soyez soutenu, parce que c'est vrai que c'est un gros stress. Oui, vous avez bien fait. Vous avez bien fait d'appeler. Bon, on aura peut-être des témoignages au 39 21 après le journal de minuit. Restez en ligne avec nous. Je vous reprends après le journal, hein, Catherine. À tout de suite. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour nous parler de vous et de votre vie. Vous pouvez également réagir à tous les témoignages par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou également nous écrire sur le site europe1.fr. Juste avant le journal de minuit, nous étions en compagnie de Catherine. Alors Catherine, vous êtes actuellement extrêmement angoissée parce que votre mari a des problèmes cardiaques. Il a également fait un AVC. C'est vous qui étiez présente, qui avez appelé les secours. Bon, vous aviez tous deux surmonté cela, et puis il y a eu un moment une rechute, et là vous êtes aujourd'hui extrêmement angoissée, enfin au point de vous n'arrivez plus à vivre avec ce que vous pensez être cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, et au point que vous aussi, ça a des répercussions sur votre santé. On sait que l'angoisse aussi
crée des problèmes de santé. On doit vous retirer un kyste au niveau de l'estomac, et sans compter que votre mari, vous l'appelez très souvent sur son portable. S'il est endormi, vous le réveillez pour vous assurer qu'il est bien seulement endormi. Vous avez très peur, vous avez cette angoisse de le perdre en permanence. Alors, on va accueillir des réactions au téléphone puisque vous en souhaitiez. Il y a déjà Cathy qui dit, vous savez, l'hygiène de vie est primordiale. Mon père a 86 ans, il a eu un triple pontage et il va très bien. Il y a aussi Margaret qui dit, il y a sur ce sujet un livre qui s'appelle Voyage au-delà de mon cerveau, d'une scientifique, le docteur Jill Bolt Taylor. Et Margaret dit que ce livre explique avec des termes simples tout son parcours pour revivre après son AVC. Elle dit, je pense que ce livre pourrait vous apaiser. Voyage au-delà de mon cerveau. Et c'est au-delà de mon cerveau. Et c'est le docteur Jill Bolt, B-O-L-T-E, plus loin Taylor, T-A-Y-L-O-R. Voilà. D'accord. Alors, on va accueillir également Stéphanie, qui est avec nous au 3921. Bonsoir Stéphanie. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Stéphanie, bonsoir. Oui, moi c'était juste pour témoigner, parce qu'en fait j'ai mon papa qui a passé toutes les vacances scolaires de 2011 à l'hôpital, suite à des malaises que les médecins n'ont jamais pu réussir à diagnostiquer. Au final, ils ont fini par lui dire c'est la tête, quoi. Donc en fait, nous, en passant sur de la médecine entre guillemets douce et parallèle, on a réussi à régler entre guillemets le problème. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, maman, elle était entre guillemets très très chiante. C'est-à-dire qu'on était en repas de famille, elle le regardait, était là, ça va, il était là, oui. Mais on voyait bien que lui, ça l'agaçait, et un jour, on a fait l'inverse. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, on lui demandait à maman si ça allait. C'est pas mal, oui. Effectivement, c'est pénible. Oui. Je comprends que la dame soit angoissée parce que, pareil, maman passait de très mauvaises nuits. Quand il faisait des malaises, en fait, c'était des malaises très digestifs. Donc, il avait des migraines, il vomissait. Mais après, donc, il avait des sueurs froides, à mouiller les draps. Et ça durait sur 2 à 3 jours en général. Donc pendant ces 3 jours-là, elle avait toujours peur effectivement qu'il se soit un AVC ou autre, quoi. Donc c'est vrai que on comprenait bien que pendant ces 3 jours-là, elle était très angoissée. Donc maintenant, on a trouvé la petite parade et ça va beaucoup mieux. Il a retrouvé la joie de vivre, il est content de voir ses petits-enfants. Il ne fait plus ses crises, il ne fait plus... en fait, au niveau... me demander si je ne suis pas contagieuse de m'affoler comme ça et de m'angoisser comme ça. Si je ne vais pas finir par angoisser à mon tour mon époux, à qui j'ai fait la promesse d'avoir les plus beaux jours après son AVC. Je risque de lui rendre les plus mauvais jours, quoi, si je continue. En fait, nous, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, papa, on lui a dit, mais moi j'ai pris mon frère entre 4 yeux, mais j'ai dit, mais bon sang, mais dis-lui qu'elle te saoule, quoi, que ça va bien, qu'on a trouvé ce qu'il y avait, et que c'était pas en lui posant la question toutes les 10 minutes si ça allait, que ça allait arranger les choses. Donc c'est vrai que maman l'a très mal pris, parce qu'elle a. J'ai déjà appelé Caroline, je pense que vous vous souvenez moi de petit parcours familial un peu compliqué, et j'ai une maman très très autoritaire, c'est elle qui dirige, bref. Oh, c'est pas mon cas, rassurez-vous, mademoiselle. Et du coup, c'est vrai que du jour où il a réussi à lui dire c'est bon, si je te disais toutes les 5 minutes que ça n'allait pas, t'en aurais marre, donc arrête de me poser, quand ça va bien, c'est que ça va bien, quoi. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que pour votre mari, vous lui transmettez peut-être votre angoisse, et du coup pour lui c'est peut-être pas bon non plus. C'est ce que je redoute en plus. Non seulement je me suis fait 3 ulcères à l'estomac. Ça vous rend malade. Ça vous rend malade, et c'est vrai que le stress, l'angoisse est... sur lui, voyez-vous. L'angoisse est forcément contagieuse. Alors en même temps, c'est pas en se disant oh là là, il faut que j'arrête d'être angoissée que l'angoisse se calme. C'est pour ça que c'est important de pouvoir en parler, et que peut-être vous soyez un peu soutenu, parce que quand l'angoisse fait mal au point d'avoir un ulcère,
au point d'être malade physiquement, et on sait que l'angoisse, qui est un problème d'ordre psychique, crée des troubles physiques. L'angoisse fait véritablement mal, fait mal moralement, mais fait mal aussi dans le corps. Donc là, je crois qu'il faut vraiment considérer que pour vous, ça a été un énorme choc aussi, que vous avez eu très peur de le perdre et que ça constitue un traumatisme, et que ça vous empêche, comme vous le dites très bien Stéphanie, finalement de partager ces moments de vie, c'est-à-dire alors qu'au lieu de, finalement de vous réjouir, de dire il est là, la médecine s'occupe de lui, les médecins d'avoir confiance, parce que la chirurgie cardiaque a fait beaucoup de progrès par rapport aux AVC aussi, on sait mieux les prendre en charge. Bon, finalement vous n'arrivez plus à faire face, c'est-à-dire que vous êtes dévoré. Donc il faut, alors il faut remettre de la vie, et il faut pouvoir que vous alliez il faut vraiment vous faire aider et aller un peu parler de ça. Ce qu'on a fait avec mon frère et ma belle-sœur, c'est-à-dire que moi je trouvais un prétexte toujours pour que maman vienne pour garder les enfants, et ma belle-sœur trouvait un prétexte pour que mon papa y aille, parce qu'il est très proche de ma belle-sœur, et chez nous dans notre jargon, c'est quand papa va faire des tours de déchetterie, c'est la psychologue. Et en fait, il arrive à sortir tout ce qu'il a sur le cœur. Comme là, je sais que demain, on a une épreuve difficile pour lui, parce qu'il vient de perdre son meilleur copain d'un banal accident de la vie. Et on sait que demain, ça va être très dur. Et je sais que ma belle-sœur, je peux compter sur elle pour que les jours à venir, elle soit autour de lui pour l'entourer. Et en fait, maman se confie beaucoup à moi, et mon papa se confie à ma belle-sœur. Donc du coup, et on garde ce qu'ils nous disent. Ma belle-sœur le garde pour elle, et moi, ce que ma maman me dit, je garde pour moi. Donc en fait, quand ils se retrouvent tous les deux, ils sont détendus tous les deux, et là, ça se passe nettement mieux, quoi. Mais merci beaucoup pour ce témoignage. Et vous souhaitiez des réactions? Pardonnez-moi, Catherine. Il y a beaucoup de réactions qui arrivent pour vous au 3921. Je propose qu'on les accueille, parce que je vous remercie beaucoup, Stéphanie. Catherine, on va pas parler tous en même temps, sinon on va pas y arriver. Donc, vous souhaitiez des réactions. Elles arrivent, elles sont nombreuses au 3921. Si vous répondez comme ça à tout le monde, on peut pas passer. Alors c'est peut-être un choix que vous faites, c'est un choix. On peut faire ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a des réactions, et des réactions vraiment intéressantes de gens qui ont vécu un peu des mêmes situations. Je vous propose qu'on les écoute, et bien sûr qu'après vous pourrez reprendre avec elles. D'accord ? Merci beaucoup, Stéphanie. Bonne soirée. Merci, Stéphanie. Au revoir. Au revoir, merci. Alors, on accueille Claude. Bonsoir, Claude. Bonsoir. Bonsoir, Claude. Voilà. Écoutez, j'aimerais avoir des propos rassurants concernant Stéphanie, c'est ça? Alors, c'est Catherine. Catherine, voilà. Catherine, oui. Je suis un opéré du cœur. Oui. J'ai été opéré du cœur, ça fait à peu près 1 an. D'accord. Et il faudrait que Catherine puisse prendre en considération que la confiance qu'elle mettra auprès de son mari ou de son compagnon concernant toute cette épreuve, c'est une épreuve. Mais la chirurgie cardiaque a fait de tels progrès maintenant qu'on ne s'imagine pas qu'on peut se remettre d'une opération conséquente quand même. Et que le plus beau témoignage qu'elle puisse apporter à son mari, c'est d'être proche de lui, sans stress, sans en faisant confiance totale au chirurgien qui va s'occuper de son époux, de son compagnon. Déjà rien que ça va apaiser énormément de craintes, d'angoisse. On peut pas imaginer la confiance de l'autre dans ces moments-là. Alors, je voudrais dire à Catherine, pas de panique, laissez faire la médecine, la chirurgie cardiaque, c'est ça, je suis d'accord. Et qu'elle lui apporte tout simplement, comme j'ai envie de dire un peu comme d'habitude, la tendresse, l'attention, une relation affective. Je n'en manque pas. Pardon. Mais pas trop non plus. Je n'en manque pas. Mais tant mieux. C'est le seul. C'est pas la seule chose que vous puissiez lui apporter de bien. Mais je voudrais lui apporter ma sérénité. Je l'ai perdue un peu. Mais alors il faut en parler. Eh bien, écoutez, je vais vous dire. Il
il y a des personnels dans les hôpitaux, dans les services de cardiologie qui sont extraordinaires. Et je pèse mes mots. Ils sont formidables, ces gens-là. Peut-être faire appel, il y a des associations, certainement, des groupes de parole pour... voyez, vous pourriez partager un peu ce que vous vivez avec d'autres personnes. Écoutez, je vous téléphone de Besançon. Je peux vous donner éventuellement le nom d'une association. Oui. Je ne sais pas si cette association a des ramifications, disons, nationales. Vous pouvez en parler. Je suis sur Strasbourg, monsieur. Ah, écoutez, alors, peut-être que là-bas, il y a quelque chose, parce que à Besançon, moi, mon cardiologue m'avait conseillé Strasbourg, Nancy ou Lyon. Ne sachant où aller, je lui ai dit, écoutez, je vous fais confiance, que me conseillez-vous? Il m'a dit, je vous conseille Lyon. Je suis allé à Lyon, je vous certifie qu'en 10 jours, j'étais opéré, remis sur pied, où on m'a fait comprendre que le cœur était un muscle, qu'il fallait le rééduquer dans des centres bien spécialisés. Mais alors, faites confiance à cette médecine qui a fait des progrès énormes. Je vous remercie, cher monsieur. Et je vous prie de croire. Enfin, il appréciera peut-être pas, parce que c'est un chirurgien très modeste. Mais je peux vous dire que le docteur Vigneron, à la clinique de la Sauvegarde à Lyon, c'est un type formidable. Il a de l'or dans les mains. Il fait preuve d'une modestie extraordinaire. Vous vouliez lui rendre hommage. Est-ce que par rapport à l'association dont vous nous parliez également, vous vous demandiez si elle avait des antennes ailleurs, quel est le nom de cette association? Alors, le nom de cette association, c'est l'association Arc-en-Ciel. D'accord. Hein, et là, ils mettent... C'est pour les opérés cardiaques, donc. C'est pour les opérés cardiaques et éventuellement... Et leur famille, peut-être, leurs proches. Pulmonaires aussi. D'accord. Et Merci. Je vous jure, il faut... On la trouve sur Internet, sur monsieur? Certainement. Je suppose qu'ils doivent avoir un site sur Internet. Je ne le connais pas, mais je peux vous dire que c'est une association qui fait un boulot formidable, qui vous disent, écoutez, le cœur, c'est un muscle, il faut le rééduquer, l'apprendre à vivre, et ne pas rester tranquille dans ses pantoufles en attendant que ça se passe. Merci beaucoup pour ce témoignage extrêmement rassurant et écoutez, continuez à prendre soin de vous comme vous le faites, Claude, en tout cas. J'ai compris qu'il fallait que je m'en occupe, que je le prenne. J'avais 40 ans de tabagisme dans le dos, je ne fume plus, j'en suis ravi. Et je voudrais dire à cette dame, gardez confiance en la médecine et apporter toute la sérénité possible que vous puissiez prendre sur vous. Voilà, mais je pense qu'il faudrait, comme vous l'avez très justement suggéré, qu'elle puisse en parler à une association, groupe de parole, être un petit peu soutenue par ailleurs, parce que pour retrouver cette sérénité, Catherine, je pense que c'est important que vous puissiez, vous, avoir un lieu pour vous poser et parler de votre angoisse. On va également accueillir... Voyez-vous, Caroline, j'ai un thérapeute, mais j'ai pas envie de parler de ce sujet avec lui. Pourtant, ça me paraît... C'est un thérapeute, mais ça me paraît pourtant très important. Parce que ça serait très important pour vous, parce que l'angoisse est en train de vous rendre malade, et en plus, je pense que pour retrouver, comme vous le dit Claude, de la sérénité et apporter de la sérénité à votre époux, vous ne pouvez pas lui apporter de la sérénité si vous êtes dévoré par l'angoisse. On va accueillir Jacqueline. Bonsoir Jacqueline. Oui, bonsoir. Et après nous conclurons avec Catherine. Bonsoir Jacqueline. Oui, bonsoir. Eh bien, moi, je voulais vous apporter mon témoignage parce que je suis moi-même confrontée à cette maladie cardiovasculaire depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'on a des moments où on est complètement désemparé, désorienté. C'est stressant. J'ai fait de nombreuses récidives. J'ai eu des pontages. Madame parlait de stent en 11 ans. Oui.
J'en ai eu 8. Alors rappelons ce qu'est un stent peut-être Alors, ce rapidement. sont des petits ressorts que l'on met dans les artères coronaires, aux endroits où c'est très rétréci ou bouché par des plaques d'athérome ou autres. Et il arrive que ces stents se bouchent également. Mais les médecins qui ne font que ça, les spécialistes de stent, vous en mettent de nouveau, ou alors on fait des pontages, c'est ce qui s'est passé. Mais il y a presque toujours une solution, même quand le cœur est abîmé. Mais ce qu'il faut surtout, c'est faire confiance au cardiologue. Merci. Au cardiologue que vous voyez, je le vois tous les 3 mois, voire plus, mais aux chirurgiens également, aux spécialistes de pose de stent, qui sont formidables. Mais de l'angoisse, quand il y a récidive, évidemment, on l'a. Oui, parce que le SAMU arrive, vous partez. Mais si vous êtes battante, vous vous en sortez. Et ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que la famille communique l'angoisse. Voilà, c'est ça le problème. Du calme, parce que le cardiaque est très très sensible à l'anxiété, à l'angoisse, et ça peut même quelquefois voir donner des petites crises d'angine de poitrine. Et oui. Tellement, si vous le stressez beaucoup, vous parlez par exemple que vous le réveillez pour voir, vous voyez, moi je suis seule mais j'ai mes enfants pas loin de ma maison, ils sont présents, ils m'observent, je le sais, mais ils ne me communiquent jamais d'angoisse. Voilà, c'est ça mon premier souci. Mais puisque vous en avez conscience, puisque vous en avez conscience, c'est déjà important. Cette prise de conscience va vous aider à finalement vous occuper de vous aussi, puisque finalement, oui, parler, c'est-à-dire plutôt que de la laisser, puisque cette angoisse, elle en est au point de vous donner des symptômes, de vous rendre malade. Eh bien, je crois qu'il faut vraiment en parler, comme vous le faites ici ce soir, mais de façon un peu régulière, oui, pour l'extirper un peu de vous. Il y a, par rapport à ce que vous disiez là, c'est vraiment important, Jacqueline, parce que voyez, le fait que les personnes cardiaques sont très sensibles comme ça au stress réceptif. Eddie nous dit, j'ai vu dans ma carrière de pharmacien des malades qui ont eu des problèmes cardiaques importants ainsi que des personnes qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux. Il n'y a pas de règle, bien sûr, mais la plupart des personnes s'en sont sorties et ont vécu sans rechute pendant des dizaines d'années. Mais c'est vrai qu'il est important que l'environnement soit le plus calme possible. Un proche anxieux transmet son anxiété, évidemment, c'est pas souhaitable. Toutes les personnes qui ont eu un accident cardiaque sont très perméables à l'anxiété des proches et ça les fragilise. Essayez de vivre le plus normalement possible, profitez du moment, c'est le meilleur des cadeaux que vous pouvez faire à votre mari. J'ai eu moi-même un accident cardiaque suivi d'un quadruple pontage. J'ai failli y passer. Aujourd'hui, je vis dans le moment présent, le passé est le passé et l'avenir n'est pas encore là. Il y a quelqu'un justement qui dit aussi mon mari a eu un AVC en 99. Depuis, je vis au jour le jour. Il a des séquelles, il a encore un peu de mal à faire face. J'essaie de créer une vie la plus reposante pour lui. Je la colorie de doux moments, ciné, resto, jeux, lecture, pour oublier cette épée de Damoclès. Eh bien, je suis entièrement d'accord. Et il arrive quelquefois que quand j'ai eu de mes récidives, mes enfants étaient tellement angoissés que c'était moi qui leur disais « Ne vous tracassez pas, je me bats, je vais m'en remettre. » Et jusqu'à présent, c'est ce qui se passe. Oui. Et je vis l'instant présent, comme vous dites. Oui. Je fais des projets. Mais alors surtout, un cardiologue qui vous entoure et qui vous fasse passer régulièrement des scintigraphies, tous les examens sont très très importants. J'ai oublié votre prénom, madame. Jacqueline. Jacqueline. Et surtout également une hygiène de vie. De prendre rendez-vous avec moi, avec son cardiologue dans 3 mois. Eh bien, écoutez, moi, mon cardiologue, lorsque ça va pas, quand je sens que quelque chose ne va pas, je l'appelle, je vais le voir, il me fait un examen
Et parce qu'évidemment, mon cœur, il y a des séquelles. Il y a un contraste, je trouve, quand on vous écoute, Jacqueline et Claude aussi, ce calme, cette sérénité dans votre voix. Et c'est vrai, vous, on vous sent, Catherine, extrêmement angoissée. Et je crois vraiment qu'il est primordial, quand vous dites que vous voyez un psychothérapeute et que vous n'en parlez pas, franchement, il faut en parler parce que vous vous rendez malade et pour votre mari, ça doit être difficile. Hein. Je vous assure que si moi, autour de moi, j'avais une personne aussi angoissée... Ah oui, c'est lourd. C'est lourd. Hein. Je pense que je ferai à nouveau des récidives. Et non, c'est lourd. C'est pour ça qu'il faut vraiment... Oui, à ce point-là. Oui, mais il faut que vous en preniez... C'est ce que je vous dis, vous en prenez conscience, c'est important. Maintenant, je crois qu'il est important. Il y a lieu d'en parler maintenant. Et ça n'avait pas été le cas, Caroline, pendant 1 an et demi. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes... Attendez, vous n'êtes pas responsable, qu'on s'entende bien. Hein, vous n'êtes pas responsable des rechutes de votre mari. Mais je veux dire, maintenant, puisque vous voulez le meilleur pour lui, commencez déjà par vous apaiser, vous. Vous savez, je prends ce fameux médicament, je crois savoir lequel... On le nomme pas. Celui qui liquéfie le sang, j'en prends depuis 11 ans. Et justement, vous savez que c'est un allié formidable pour éviter de nouveaux infarctus. Bon. Il a aussi la petite bombe. Vous savez quoi? Allez, on va pas détailler tout parce que c'est pas... Voilà. Mais je vous assure que l'aspect psychologique... C'est au moins 50% de la réussite et de la guérison. Mais c'est pourquoi j'ai appelé Caroline. Oui, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Parce que moi, c'est vrai que je peux pas répondre sur le plan médical, mais en revanche, sur ce plan-là, c'est important. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Jacqueline. C'est vraiment important de vous entendre et continuer comme ça à bien vous porter. Et on va conclure avec vous, Catherine. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci, Caroline. Bonsoir, Catherine. Alors, j'ai compris. Non, excusez-moi, Catherine. C'est une autre Catherine avec laquelle on va conclure, qui nous apporte également son témoignage. D'accord ? Voilà, vous êtes deux actuellement. Alors, bonsoir, Catherine. Et bonsoir, c'est moi, là ? Oui, c'est vous, là. Ah, d'accord. Bonsoir, Catherine. Et bonsoir, Catherine aussi. Je voulais vous dire que je comprends votre angoisse. Moi, j'ai perdu mon mari il y a 4 ans. Il était très inquiet d'avoir des problèmes de cœur. Il n'est pas mort de ça. Mais j'ai essayé de maintenir dans notre entourage, dans notre vie de famille, quelque chose de gai, de dynamique, qui fait qu'il est parti dans la joie et la bonne humeur. Et je pense que la seule chose qu'on puisse apporter à quelqu'un de malade, c'est d'être un soutien moral et optimiste. Voilà. Oui, il faut qu'il y ait de la vie, c'est-à-dire amener de la vie. C'est ça. Il s'agit pas forcément de prolonger la vie à tout prix, de prolonger c'est pouvoir amener de la vie à chaque fois. Parce que si c'est pour vivre, et je reprends votre expression comme étant un mort-vivant, ça va pas. C'est-à-dire on peut amener de la vie. D'ailleurs, même parfois, dans des personnes qui sont, comme on dit, dans ces moments, elles sont arrivées au bout de leur vie. Je pense dans des services de soins palliatifs. Là aussi, contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de moments de vie où la vie il y a de la qualité de vie parfois dans ces services-là. Caroline, voyez. Alors heureusement, vous n'en êtes pas là, vous, avec votre mari. J'ai des amis à la maison, mais je me retrouve que mon époux bave avec mes copines et moi, je suis muette. Mais oui, parce que l'angoisse rend muet. L'angoisse, souvent, il y a des boules partout. Vous dites d'ailleurs, vous faites des kystes. C'est la boule dans la gorge, c'est la boule au ventre. Vous êtes noué. Et finalement, c'est mes copines qui tiennent compagnie. Tant mieux. Ils conversent tous les Alors, deux. elles font du bien à votre époux. Mais vous, il faut que vous arriviez aussi à vous faire du bien, parce que vous allez comme ça, c'est contagieux aussi, ça, quand on va mieux. Alors, il faut peut-être arriver à parler, puis aussi faire un travail sur le corps, peut-être en faisant un peu de... À la piscine, oui. Alors la piscine, mais aussi travailler un peu ce qu'on disait avant, la relaxation, un peu de sophrologie, un peu, vous voyez, quelque chose qui détende, qui dénoue toutes ces tensions.
C'est voilà. super, Caroline, je vous remercie, Bien. mais alors infiniment. Je vous en prie. Pour votre soutien. Vous m'avez consacré 8 minutes avant minuit et maintenant 35 minutes. Oui. Je ne peux pas vous en demander davantage. Je vous en prie. Oui, on va, mais c'est. Je crois que j'ai compris la leçon. Ce n'est pas une leçon. C'était important que vous puissiez en parler, vous exprimer. Oui, je remercie moi toutes celles et ceux qui sont intervenus, qui ont répondu à votre appel, qui étaient concernés de très près. Son époux finalement qui avait des problèmes cardiaques n'est même pas décédé de ses problèmes cardiaques. Et oui, donc, comme quoi, vous voyez, on veut tout contrôler. Les témoignages ont été très positifs. Il y a des gens qui ont survécu 10 ans à des pontages, à des triples, quadruples pontages. Il y a des gens qui ont fait des AVC On ne peut faire du bien que si on est bien soi-même. Ça m'a... Eh oui. Bien, j'espère que c'est ce que vous retiendrez. Merci beaucoup et merci à vous également, Catherine. Pour votre émission qui est formidable. Merci Catherine et bonne nuit à vous deux. Au revoir. Bonne nuit à vous, merci. Au revoir. Au revoir. Europe 1, Caroline Dublanche. Des réactions qui arrivent au 739 21. Benoît dit l'angoisse fait souffrir et rend malade. Elle est aussi, je pense, contagieuse. Benoît qui a été touché par le témoignage de Catherine et qui dit elle a clairement besoin d'écoute professionnelle et de soutien professionnel, dit-il. Et puis un mail qui arrive de Sophie. Sophie nous écrit par rapport au premier témoignage de Jacques qui voulait amener en croisière une femme de 33 ans. Jacques étant âgé de 67 ans, ils se connaissent depuis 12 ans, il voudrait bien concrétiser cette relation, aller plus loin avec elle. Alors Sophie dit il a sans doute envie de concrétiser cette relation, mais elle, la jeune femme, à mon avis, joue avec le feu, lui dit aimer ou préférer les femmes, mais peut-être uniquement pour ne pas coucher avec lui, tout en le gardant comme excellent ami. Cette croisière, je crains, sera la fin de leur histoire s'il essaie d'aller jusqu'au bout, dit Sophie. Bonsoir Patricia. Bonsoir Caroline et bonsoir à tous les auditeurs. Alors moi j'appelais pour un petit peu lancer comme pas une bouteille à la mer mais presque, sur un plan professionnel. Voilà, donc j'ai 42 ans, je travaille dans le social depuis 22 ans auprès des personnes âgées, donc notamment en unité Alzheimer. Oui. Mais c'est pas depuis toute petite, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mon rêve depuis petite fille était, j'avais appelé il y a quelque temps quand vous étiez en vacances. Oui. Mon rêve de petite fille était de rentrer dans la police nationale. D'accord, depuis toute petite. Ah oui. Depuis toute petite, mais vraiment. C'est intéressant, j'imagine que vous en aviez parlé. Oui. Petite, c'est ce que je parlais encore à mes enfants tout à l'heure, quand ma fille qui a 6 ans me demandait quand est, parce que elle sait que c'est pour moi quelque chose de très important, mais j'ai dit tu vois, tu pourras demander à mamie, et j'avais ton âge quand je voulais déjà rentrer dans la police. Et qu'est-ce que ça représentait, petite fille? Parce que c'est pas un métier qu'évoquent les petites filles normalement, c'est ça? Non, c'était peut-être l'idée dans l'esprit de petite fille, je dis bien, plus dans l'esprit de maintenant. Dans l'esprit de petite fille, c'était peut-être de sauver un petit peu ou être un peu le justicier, enfin bref, voilà. Attraper les voleurs, les méchants. Voilà, attraper les voleurs, les méchants. Et c'est vrai que dans toute ma scolarité et mon enfance, j'ai toujours été... quand il y avait des castagnes ou tout ça, j'avais vraiment pas peur de me battre, j'avais vraiment pas peur de... Oui, voilà, un peu casse-cou. Et dans votre famille, il n'y a pas de policiers? Il n'y a pas de policier, mais mon papa fait une profession qui avait un rapport avec la justice. Donc, j'ai toujours vécu aussi dans cet univers. Oui, ça compte, ça. Dans cet univers, j'ai un de mes frères qui aussi été militaire, etc. Donc ça a vraiment été... voilà. C'est des modèles. Donc moi par contre j'ai pas pu suivre le modèle aux grandes dames de mon papa, j'ai pas pu suivre le modèle parce qu'en fait tout simplement pour une question mais toute bête et physique, la taille petite trop petite pour pouvoir entrer à la police nationale. Donc il y a une taille limite à ce moment-là. Voilà, qui maintenant donc a été supprimée, donc ce qui enlève la ségrégation, je dirais quelque part de la taille. C'était quoi? Enfin, je veux dire, maintenant il n'y a plus de taille limite.
Non, il n'y a plus de taille. D'accord. Je fais 1m55. Donc... D'accord. Oui. Donc, oui, mais enfin, je veux dire, on peut très bien, même en faisant 1m55, pouvoir maîtriser des personnes. Oui, tout à fait. Si ce n'est prendre que des techniques de défense. 1m55 dans mon travail pour les personnes âgées, je fais les transferts, machin, ça me pose pas de soucis. Oui. Ça me pose pas de soucis. Alors voilà, j'ai 42 ans, j'ai 3 enfants, je suis seule et j'ai eu la chance, je dirais entre guillemets, de pouvoir être dans la police en tant que réserve civile. Donc j'ai eu la chance et je dirais ça a été vraiment encore plus, ça m'a encore plus renforcée dans cette chose de vouloir être dans la police. Je suis partie à l'école de police de Nîmes pendant cette année en 2012. Oui. Et là, j'ai vraiment en plus découvert vraiment ce qui était vraiment encore plus ma vocation, je pense. Oui, ça conforte votre désir. Voilà, tout à fait. Donc voilà, avec d'excellents professeurs à Nîmes. Faut savoir que Nîmes est la plus grande école de police d'Europe. Donc, Nîmes, d'accord. Oui. Donc il y a à peu près 2000 élèves. Enfin, c'est quelque chose d'immense. Oui. Et ça a vraiment conforté. Je dirais que, par la naissance de mes enfants, je dirais que ça a été les 15 plus beaux jours de ma vie. À ce point-là. À ce point-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on vous a fait faire pendant ces 15 jours? On a fait des cours en accéléré de cours de comment devenir gardien de la paix, qui ne correspondraient pas à la formation de policier réserviste, mais il n'y a pas de programme, je dirais, de programme de définition de policier réserviste, puisque faut savoir que ça a été mis en place en novembre 2011 par Monsieur Sarkozy, et nous on a été les premiers, si vous voulez, puisque nous on est partis en mars 2012, on a été les premiers au niveau de la France à faire cette chose-là. D'être policier réserviste. Voilà. C'est des civils qui partent en formation et qui travaillent dans les commissariats pour aider justement. Donc après, ils sont tous volontaires. Vous êtes tous volontaires. Voilà, tous volontaires. Oui, mais j'avais même chez moi, vous voyez, j'en avais pas entendu parler. Donc vous êtes volontaire. Voilà, on est volontaire, donc, et on part en école de police pour justement, savoir des choses, parce qu'on. Il vaut mieux. Et pour pouvoir après travailler, pour savoir faire des vacations dans des commissariats. Alors nous, la mission propre de ce que demandait la ville où je suis, c'est d'être à l'accueil. Donc on a fait un tout petit peu d'accueil, mais la formation que l'on a eue à Nîmes et ce que l'on nous demandait sur le terrain n'était pas du tout pareil. Donc on a vraiment fait à Nîmes la formation gardien de la paix, et en fait on s'est retrouvé à faire de l'accueil dans un commissariat. Mais l'accueil est très important parce qu'en fait c'est la première image quand vous recevez le public, c'est la première image que vous donnez de la police. Il ne faut pas oublier. C'est la première image. Oui, puis vous arrivez, vous accueillez, enfin, je sais pas, vous pouvez être confronté à des personnes qui sont pas bien, très angoissées, stressées, qui viennent d'être victimes d'un. Je me suis même retrouvée, une anecdote assez rigolote, je me suis même retrouvée un lundi matin avec un pitbull sur le bas-flanc, du commissariat, en face d'un pitbull. C'est pas vrai. Ah oui. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait là? Parce que quelqu'un avait amené, et puis le pitbull était assez le monsieur entre autres voulait s'en débarrasser, et voilà quoi, il l'avait carrément amené au commissariat. Il a dit le commissariat c'est pas la SPA quoi. Vous voyez, il y a quand même des anecdotes. Non mais c'est fou. Mais oui, mais je sais parce que moi une fois j'avais amené comme ça pour voir, j'avais trouvé un chien dans la rue, on m'avait dit non, de toute façon j'avais appelé le vétérinaire, il me dit il faut l'amener au commissariat. Voilà. Moi je dis pourquoi le commissariat? Il me dit parce que c'est eux qui l'amènent à la fourrière, et effectivement ils m'ont dit oui on va l'amener à la fourrière. Alors et après je me suis dit ah là là non, du coup je l'avais gardé chez moi et puis on a retrouvé son maître, heureusement, parce que j'avais pas le cœur de le laisser à la fourrière. Mais c'est là où je me suis rendu compte que le commissariat fait vraiment tout, parce qu'à côté de ça il y avait une dame, c'était assez drôle. Alors elle venait, elle était très inquiète, très angoissée. Elle attendait son mari près du RER et ça faisait 20 minutes qu'il n'était pas arrivé, et donc elle venait pour dire vous savez, recherche d'identité d'un adulte qui a disparu. Donc, vous essayez de la canaliser, dire écoutez, le RER a peut-être eu un peu de retard. Les gens, faut essayer de canaliser les gens. Et en l'espace de 3/4 d'heure dans un commissariat, entre moi qui venais avec le chien, cette dame, parce que son mari avait 20 minutes de retard, qui venait lancer un avis de recherche, on voit quand même des situations assez loufoques parfois. C'est assez surprenant. Mais voilà. Donc moi là,
bon, mon objectif, moi, malgré que le fait que je travaille, que demain c'est la rentrée des enfants, etc., je prépare le concours gardien de la paix. Donc, mais c'est super. Oui, mais c'est extrêmement dur. Alors là, c'est pour ça que j'ai appelé, c'est le petit appel, le petite bouteille à la mer. Oui. C'est que je prépare tout toute seule. Je fais tout toute seule, je travaille toute seule. Et c'est vrai qu'au niveau du sport, vous avez pour le concours 10 ateliers sportifs et je sais pas si je fais les choses correctement. Bon, il y a des choses, ou alors je sais pas, je pensais à ça, soit d'anciens policiers qui sont à la retraite ou autres, qui pourraient, en donnant mon numéro en antenne, me donner je fais des fiches pour les cours, j'apprends les institutions européennes, j'apprends plein de choses. Bon, j'ai la trame des épreuves du concours, mais c'est vrai que c'est faire ça le soir après sa journée de travail, après s'être occupé des enfants, après il y a des moments où vous le faites vraiment seul, vous n'avez pas de quelqu'un qui puisse vous donner un peu une aide, comment bien se préparer, comment bien se préparer. Et la manière dont je fais, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est la bonne? Voilà, c'était simplement ça, un petit. Vous n'êtes pas, il n'y a pas de, parce qu'il y a cette école là que vous avez fait pour être réserviste, mais après, pour préparer le concours, il n'y a pas d'école, enfin, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de formation particulière. Après, là, ça c'est pour préparer le concours. Après, si vous réussissez le concours, il y a 1 an d'école. Après. Mais heureusement, non, mais je veux dire, je me suis mal exprimée. Pour préparer le concours, il n'y a pas, vous savez, pour certains concours, on peut s'inscrire, réviser dans des, je sais pas, dans des cours. Là, non, vous êtes seul. Faut le faire seul, quoi. Et c'est vrai qu'à 42 ans, alors je me dis, après, je me pose des questions. Je me dis, est-ce qu'à 42 ans, tu vas y arriver? Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que, en plus, quand on il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge limite. Non. Bon. Là, pour les mamans qui ont des enfants, plusieurs enfants, normalement, il y a une âge limite pour ce concours dans la police. Mais une maman qui a plusieurs enfants peut prétendre sans condition d'âge et de diplôme. Voilà. Et c'est vrai que j'y travaille. Bon, j'étais de repos aujourd'hui. J'y ai travaillé cet après-midi. J'ai passé un temps pas possible à la bibliothèque. Là, ce soir, j'y étais encore. Je veux dire, je regarde même pas la télévision. Je passe vraiment toutes mes soirées, une fois que je me suis occupée de mes enfants, une fois que tout est fait, qui sont au lit, qui dorment, je prends mes cours, je fais que ça pratiquement tous les soirs. Vous êtes super motivée. Il a lieu quand le concours? Le concours, là, je pense que, compte tenu des... je dirais pas des... peut-être en 2013, parce que on va pas s'étendre sur les événements. Voilà. Oui. Bon, peut-être 2013 des concours, mais c'est vraiment quelque chose que je veux au plus profond de mon cœur, et c'est vraiment c'est vrai. Comment dire Mais 2013, là, en décembre, on est en 2013, et vous savez pas quand Non, le concours, il n'y a pas de concours arrêté, puisque c'est à peu près 2 concours par an, mais tout va dépendre de, je dirais, pour pas parler, mais de ce que Monsieur Hollande et le reste va décider, quoi, en fait. Oui. Peut-être votre prochain patron, quoi. De ce qui va se passer. Oui, bien sûr. Oui. C'est vrai que là, c'est vraiment, si vous voulez, c'est des témoignages. Où est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que c'est pas complètement loufoque à 42 ans du passé du social, des personnes âgées? Alors peut-être on arrive, il reste 10 minutes d'émission, mais après tout, on a peut-être on a certainement même des policiers à l'écoute, qui pourraient. C'est vraiment une profession qui pourraient témoigner au 39-21, voire parfois quand sinon ils n'ont pas le temps de réagir, ça peut se faire le lendemain. On peut revenir le lendemain, les jours suivants, sur un témoignage, ou envoyer un mail sur le site europe1.fr, ou éventuellement vous seriez prête à ce qu'on vous mette en contact, en relation. Avec, oui, tout à fait. Et c'est d'avoir des témoignages, de savoir comment ils ont préparé un concours, comment plus axé sur les maths ou sur le français, ou sur les institutions européennes, la Constitution, ça d'accord. Mais dans la production d'un écrit, parce qu'il y a une argumentation, ça c'est pour pouvoir être admis. Après, j'ai le plaisir je vous interromps, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a déjà un contact pour vous, me dit Asiba, d'une personne qui est à la retraite. C'est son épouse qui a appelé, mais qui formait justement les inspecteurs et autres.
Donc c'est son épouse qui je la remercie, appeler le 3921 pour dire que voilà, ils pourront vous contacter, elle pourra vous contacter. D'accord, merci parce qu'il formait donc les policiers, donc ils pourront vous indiquer. Hein. Ah bah c'est voilà, gentil, donc on vous transmettra hors antenne. Voilà. C'est vraiment. Et on aura peut-être d'autres appels. Je vous dis 3921, 73921 les textos et europe1.fr si c'est par mail. Donc on fera suivre, c'est promis. Et puis vous nous tenez au courant alors oui, par rapport à la suite. C'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est vraiment, je dirais, c'est. Ça s'entend. Ça s'entend. C'est vraiment quelque chose que je veux réussir et servir. Alors vous allez y arriver. Et être au service de la République, être au service de. Bonne chance alors. Des gens, du public et puis surtout, je pense. En espérant que vous ne vous retrouverez pas au carrefour alors. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est pas le plus facile. Oui, mais ça personne, mais c'est compliqué. Bon, en tout cas. Je pense que un dernier mot, si je peux me permettre, ce que je voulais dire, c'est que on ne rend pas assez hommage à ces hommes et à ces femmes qui travaillent nuit et jour, parce que faut savoir qu'ils travaillent nuit et jour. Ils ont un métier qui est très difficile. Ils sont peu reconnus et je pense que ils ont c'est un métier difficile, ça c'est certain. Énormément de mérite et c'est pour ça que aussi j'ai envie de rejoindre cette corporation et moi j'y crois hein, c'est quand même à 42 ans, j'y crois et je pense que ce sont des gens qui ont des grandes valeurs et faut s'accrocher dans ce métier. Alors accrochez-vous et bonne chance à vous. Il y a Gabriel des Hauts-de-Seine qui est commandant de police qui dit que vous pouvez préparer le concours de gardien de la paix par le CNEE. Mais il dit attention à la limite d'âge quand même. Voilà. D'accord. Bonne chance à vous. Ne raccrochez pas. Patricia Assiba va vous donner un contact. D'accord, merci beaucoup Caroline. Au revoir Patricia. Au revoir. Bonsoir Edith. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Edith, vous êtes avec nous? C'est mon mari qui a eu un pontage qui s'est soldé par un arrêt cardiaque. Après, il a repris son travail 2 ans. Là, il a eu les carotides qui se bouchaient. Ensuite, il a eu 2 AVC. Et entre chaque problème, il reprenait une vie courante, tout à fait normale, parce que, comme disaient les médecins, l'ambiance avait été celle d'un personnage bien portant. Voilà. Et puis alors Claude a bien résumé absolument tout ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes de cardiologie maintenant sont d'une valeur extraordinaire et mon mari a été soigné au même endroit que Claude à la sauvegarde à Lyon. Voilà. Et entre chaque problème de santé de mon mari, il repartait en voyage, il refaisait sa bibliothèque, voilà. Et il faut absolument pas qu'elle se reste angoissée, il faut qu'elle se débarrasse de cette ambiance. Et les médecins m'ont toujours dit que 50% de la guérison était dans l'environnement. Voilà. Alors mon mari, dès qu'il arrivait, il y avait 2 jours qu'il revenait à la maison, la chemise toute propre, le costume, enfin bref, il reprenait, on lui faisait reprendre une vie comme tout le monde. Et jamais ses amis sont venus avec une mine patibulaire ou ses enfants. Alors l'ambiance près du malade et surveiller le traitement. Tous les matins et tous les soirs, je mettais dans la main de mon mari tout ce qu'il lui fallait parce que lui, ça le dépassait cette histoire-là. Voilà. Alors l'ambiance et surtout qu'elle garde sa santé parce qu'on a bien besoin auprès de cardiaques et de personnes touchées par des maladies aussi importantes. On a bien besoin de sa santé, on a bien besoin de la préserver. Et on a bien besoin d'en faire profiter le malade. Voilà. Enfin, je pense que tous ceux qui sont passés avant moi... Oui, ça se rejoint. C'est important. Vous avez insisté sur l'importance du soutien, de l'environnement, du soutien affectif. Et les médecins m'ont dit, votre mari, vous l'avez prolongé de 15 ans.
Et il était en coma, et il a été en arrêt cardiaque à 64 ans, et il est mort à plus de 80 ans, mais d'une chute, voilà. Alors, le coma, les machines, il a marché pendant quelques jours avec une machine pour le cerveau, une machine pour les poumons, une machine... Et oui, puis j'oubliais aussi qu'une fois, il a pris une pneumonie double, enfin, il a été... Oui, mais malgré tout, très... vous l'avez beaucoup entouré, et comme vous dites, le moral est déterminant dans ce genre de contexte. Oui. Et on gardait la vie de tous les jours. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage, parce que je pense que ça peut beaucoup réconforter Catherine. Merci à vous, Edith. Il faut absolument qu'elle élimine toute anxiété. Merci. Et elle verra d'abord les choses beaucoup moins graves. Parce que quand on est comme ça pris par la peur et tout, on voit tout en noir, beaucoup plus noir que des fois la situation le révèle. Hein, voilà. Alors, je lui dis bon courage, je l'embrasse bien fort, et je suis heureuse de voir que il y a des femmes qui sont attachées à leur mari, de quoi s'en rendre malade. Moi, j'ai pas voulu me rendre malade, mais et c'est une des quand je le soignais, des fois il me disait t'es attendrissante. Je disais non, je suis pas attendrissante, je fais ce qu'il faut, et voilà. L'ambiance, le moral, prévoir des petites promenades, des petits spectacles, des visites, l'entourer beaucoup, et le soutien psychologique est déterminant. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour vos émissions, chère Caroline. C'est moi qui vous remercie d'y participer. Je souhaite longue vie à cette émission qui m'oblige à me coucher à 1h du matin. Ah ben alors. Mais, merci. Alors, c'est moi qui vous remercie d'être là jusqu'au bout. Je vous embrasse. Aux autres intervenants. Au revoir. Dominique dit, je trouve ça très courageux avec des enfants, un travail de préparer un concours comme le vôtre. Bravo à vous. Très belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant